Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Si vous aimez écouter les professionnels qui disent ce qu'ils pensent, cette interview est pour vous. Éric Alouche, directeur exécutif de Hera Immobilier France, est venu répondre à la question de savoir si l'inflation peut avoir de bons côtés pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier. Bien sûr, on parle aussi de rénovation énergétique et de 2023 dans cet entretien, mais vous le verrez, le point d'orgue de l'interview, c'est l'histoire des poissons qui viennent tout seuls et qui sautent dans le bateau, c'est-à-dire qui rentrent dans l'agence. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cet entretien, enregistré à l'occasion du salon FNAIM 2022. Éric Alouche, bonjour. Oui, bonjour Anne-Sandrine. L'inflation est bien là et elle semble s'installer de façon durable. Est-ce que l'inflation, c'est un point positif pour celui qui souhaite acheter en ce moment ? Alors l'inflation, c'est jamais quelque chose de positif parce que ça veut dire, pour résumer, qu'on a besoin de plus d'argent pour acheter quelque chose. Oui. Alors évidemment, en principe, les prix suivent l'inflation. Mais effectivement, c'est toujours un problème quand même, l'inflation. Le problème, c'est les excès, que ce soit l'inflation ou la déflation. Et puis le coût de la vie, et puis ça dépend aussi des personnes. Effectivement, qui augmente. Donc ce qu'il faut derrière, évidemment, c'est le pouvoir d'achat, parce que c'est ça qui est déterminant pour les gens, c'est leur pouvoir d'achat. Par contre, dans l'immobilier, c'est vrai que les périodes d'inflation, c'est des périodes où on peut arriver finalement à protéger son patrimoine de manière extrêmement efficace, parce qu'en empruntant, en général à taux fixe en France, pour donner simplement un exemple très, très concret, en empruntant 1 000 euros par mois, pendant une période de 20 ans à 3%, chose qui est le cas aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dépasser le taux d'usure. Donc sur 20 ans, ça fait 180 000 euros qu'on pourra avoir comme argent, et on aura 60 000 euros de coût de crédit. Donc ça fera un total de 240 000 euros. Ça veut dire que dans 20 ans, on se retrouve propriétaire d'un bien en ayant payé 240 000 euros. Alors il faut savoir que, évidemment, tout ça, 3%, ça peut sembler beaucoup. Regardez, 1% qu'on a connu. Mais il faut savoir que dans la ville de Bordeaux, alors je prends un exemple un peu excessif certainement, mais parlant. Représentatif en fait. Mais représentatif, parlant, dans la ville de Bordeaux, en 20 ans, le prix de l'immobilier a augmenté de 240% pour les appartements. Au point que les locaux ne peuvent plus se loger. Voilà, alors on voit 240% d'un côté, et si on calcule le coût du crédit, le coût du crédit finalement c'est 60 000 euros. 60 000 euros, ça fait un tiers de 180. Ça veut dire d'un côté on a payé 33% de coût, et de l'autre côté on a 240% d'augmentation. Alors peut-être qu'on ne sera pas à 240%, mais je doute qu'on soit à 33%. Ça veut dire qu'acheter en période d'inflation, c'est une manière de protéger son patrimoine, parce que ces fameux 1 000 euros que je vais payer pendant 20 ans, ils vont être gelés. Si je me dis, mais je vais attendre parce que l'immobilier va baisser, je fais un calcul. Oui, j'allais vous poser la question sur les prix. Voilà, il faut prendre sa petite calculatrice. On se dit, l'immobilier va baisser, donc je vais gagner de l'argent parce que je vais payer moins cher le bien immobilier. Oui, mais les taux vont monter. Donc si on a un taux de 6%, on prend sa calculette, on regarde combien il faudra que ça baisse, tout simplement. Mais on n'est pas forcément gagnant. Donc acheter aujourd'hui, ça permet de figer une situation en ayant une mensualité fixe pendant 20 ans. Donc, si vous avez les moyens d'acheter, il faut surtout le faire et d'obtenir un crédit, parce que c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui avec cette histoire de taux d'usure, où il y a, quand on a 45, 50 ans, en termes de taux d'assurance, on a un peu de mal parfois à ne pas dépasser les 3,05. Et la fermeture du robinet du crédit par les banques aussi. Alors, exactement, parce que ça, les banques... on en reparlera plus tard. Les banques font certainement le calcul au-dessus de se dire, les taux vont monter, si je prête aujourd'hui, je vais peut-être attendre un peu, parce qu'effectivement, j'aurai des taux plus élevés. Voilà. Et puis, de toute façon, si vous voulez négocier le taux d'assurance, c'est simple, je ne vous prête pas. Alors c'est bien gentil l'histoire de dire on peut choisir l'assurance. Le problème c'est que si on n'a pas le prêt, on n'aura pas besoin d'assurance. Donc on ne peut pas dire je prends ce prêt-là mais avec une assurance ailleurs, parce que la banque peut tout à fait dire je ne vous prête pas. Et ça c'est la banque qui fait ce qu'elle veut. Donc on voit que cette histoire de pouvoir changer le taux d'assurance c'est bien, mais si on a obtenu son prêt. Avant ça ne sert à rien. Avant de revenir à l'inflation et à notre question, je voudrais qu'on parle des prix. Les prix de l'immobilier existant sont bien en train de s'essouffler. Alors les prix ont cessé de monter, et encore ça dépend, parce qu'il y a des endroits où ils continuent à monter. Ce qui est vraiment, il faut bien voir avec les prix, c'est qu'on n'a pas les prix montent, les prix baissent. On a des marchés, on a des produits différents. On a des situations différentes. Si par exemple, il y a un bien qui a un coup de cœur pour vous,
Donc on a un coup de cœur, on va le payer peut-être plus cher que le prix du marché. Donc les choses ne sont pas aussi nettes, aussi figées que ça. Alors on a des grandes tendances, oui, les prix aujourd'hui sont en voie de stabilisation, voire de légère baisse dans certains endroits. Tout simplement parce que le prix est fonction de l'offre et de la demande. Donc si effectivement il y a moins de demande, chose qui est le cas aujourd'hui à cause notamment de cette histoire de taux d'usure, on a effectivement des prix qui baissent. Et puis on a d'autres paramètres aussi qui rentrent en compte. On a cette histoire de DPE aujourd'hui qui pousse certains propriétaires à vendre le logement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie soit de se prendre la tête avec les travaux, soit même de faire les travaux. Donc ils préfèrent vendre. On a aussi le problème malheureusement du plafonnement des loyers, où il y a des gens qui se disent l'immobilier est haut. Bon, est-ce que je garde quelque chose en location qui ne me rapporte rien, sachant qu'aujourd'hui je suis à un niveau haut, si j'attends les prix vont peut-être baisser, je vends. Donc ce qui contribue encore peut-être à réduire le parc locatif. Donc on voit qu'il y a des effets pervers derrière, mais tout ça, ça augmente le volume. Donc on a plein de paramètres en ce moment qui s'ajoutent, qui se conjuguent, qui se contredisent, et on a un marché qui est un petit peu brouillé. Voilà. Et qui finalement s'équilibre. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure de notre histoire d'Épinal, selon laquelle, comme on entendait nos grands-parents, tiens, c'est chouette, grâce à l'inflation, j'ai pu payer ma maison. Ça, c'est ce qu'on entendait pendant notre enfance de nos grands-parents ou arrière-grands-parents dans l'après-guerre. Et puis d'un autre côté, on a ces prix qu'on dit baisser, mais on l'a bien rappelé avec vous, c'est plutôt variable en fait, de territoire, en fait, de situation particulière. Donc finalement, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on entendrait parfois au fond. Mais c'est beaucoup plus fin. Et c'est pour ça qu'il faut passer par un professionnel. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire, voilà, les prix montent, les prix sont tant de pourcents. Je vois des sites des fois qui fonctionnent avec des algorithmes qui nous expliquent à grand renfort de communication et de partenariat avec des journaux qui nous disent oui, alors là on a l'indicateur, on a 0,3 d'augmentation sur un mois, mais ça veut rien dire. 0,3 déjà sur quel volume? Et pour afficher une tendance, il faut du temps. Alors je dis pas que les prix augmentent, évidemment, ça donne des indices, mais ce sont que des indices. Donc il faut toujours être extrêmement prudent sur ces réponses et sur ces informations. Il faut savoir que chaque bien immobilier est particulier. Chaque acquéreur est particulier, chaque vendeur est particulier. Donc tout ça, c'est une affaire de moment aussi. Il y a aussi le timing dans tout ça. Maintenant que je vous ai écouté, je connais votre réponse à ma question, mais je vais quand même vous la poser. Donc on a dit que les prix de l'immobilier étaient en train de s'ajuster. On va dire s'ajuster. Oui. On a dit aussi que l'inflation, elle était là, que ça pouvait permettre d'acheter. Et en tout cas, il fallait acheter. Oui. Peut-être en ce moment, si on pouvait se le permettre. Et donc, qu'est-ce que je dis ? Tout ça égale chic, vive le retour de l'inflation ? Alors, vive le retour de l'inflation, encore une fois, c'est difficile de se réjouir d'une situation. Oui, on va faire plus fin encore. Oui, parce que je dirais vive si je devais dire vive quelque chose, vive le pouvoir d'achat ou vive l'augmentation du pouvoir d'achat. Là, je pourrais dire vive quelque chose. On ne peut pas dire vive l'inflation, de même qu'on ne peut pas dire vive la déflation. L'inflation, c'est quelque chose qu'on subit. Après, il faut s'adapter aux circonstances. Et il faut voir les bons côtés des choses, parce que c'est ça. Si on voit que les mauvais, on se tire une balle tout de suite, comme ça, c'est plus rapide. Oui. Mais on voit les bons côtés. Les bons côtés de l'inflation, c'est qu'effectivement, si on peut acheter, c'est le moment de protéger son patrimoine, voire même non seulement de le protéger, mais de faire fructifier son patrimoine. Et puis c'est peut-être une bonne mesure de sauvegarde en fait. C'est une excellente mesure mais c'est la meilleure, évidemment. Donc il faut surfer sur les circonstances, je dirais. C'est un petit peu ça l'idée, finalement. Et on voit d'ailleurs dans certains pays, comme l'Argentine ou d'autres pays, où effectivement il y a des patrimoines immobiliers qui se sont construits pendant l'inflation. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur la réglementation de la rénovation énergétique des immeubles sur le marché. Est-ce que c'est faire un potentiel bon investissement que d'acheter un bien titulaire d'un fameux F ou G, magnifique au DPE, et de se dire qu'on va pouvoir le rénover, faire des travaux derrière ? Là, c'est un petit peu pareil, ça dépend des cas de figure. Oui. Parce que si par exemple je suis extrêmement bricoleur, ou si j'ai le temps, ou si je me dis j'achète un bien en F ou en G, je suis pas frileux, je vais mettre des pulls et puis finalement je vais mettre un autre système de chauffage. Vous avez drôle de manière de le dire, mais oui. Non mais pourquoi pas ? Oui. Pourquoi pas ? Moi j'habite, alors je vais pas raconter ma vie, mais j'habite j'habite dans une maison, je suis chauffé au bois, d'accord ? J'ai un chauffage au gaz de pétrole liquéfié que je n'utilise pas. Oui. Voilà. Donc l'eau est faite par un ballon d'eau chaude. Je suis pas spécialement frileux, au contraire, je trouve que dormir un peu dans le frais, c'est pas plus mal. Donc après, c'est une question de choix personnel. Donc ça dépend des gens. Mais l'essentiel, c'est d'avoir cette information. Et ce qui est un petit peu embêtant aujourd'hui, c'est cette interdiction de louer des biens qui n'ont pas certaines performances énergétiques, sachant que évidemment, on veut tous lutter contre le changement climatique, mais il y a des gens qui peuvent se dire, moi j'accepte de vivre dans cette situation.
je suis informé de cette situation et je la prends en compte. Et le fait de dire on vous interdit quelque chose, moi je n'aime pas la coercition, j'aime l'incitation. Et malheureusement, d'une manière générale, on a une réglementation qui est toujours tournée vers la coercition. C'est-à-dire, si vous ne faites pas ça, je vous pénalise. Moi, je préférerais dire, si vous faites ça, vous avez cet avantage. Je trouve ça beaucoup plus vertueux, beaucoup plus positif. Et j'aime bien le sourire, j'aime pas trop être contracté, j'aime pas être contraint. J'ai horreur des dictatures, et j'ai horreur qu'on m'impose quoi que ce soit. Donc j'aime bien quand on m'incite à quelque chose, quand on donne envie. Et je pense que c'est vraiment une question de logiciel. Et je vois malheureusement trop de coercition. J'en ai marre de la coercition. Ça me fait suer la coercition, pour dire les choses simplement. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de coercition dans cette histoire de DPE. Je préférais de l'incitation, des avantages fiscaux, quelque chose qui fait qu'on a envie de le faire. Aujourd'hui, cette histoire de DPE, mais c'est infernal. On a l'exemple de Paris. Je discutais avec Michel Platero de la FNAIM qui m'expliquait qu'à Paris, on n'était pas classé avec les mêmes prestations suivant la superficie du bien immobilier, ce qui est complètement aberrant. Donc c'est surtout illisible. Mais c'est illisible. Et puis le timing, le calendrier, et merci à la FNAIM évidemment d'intervenir là-dessus, parce que ce calendrier est intenable. Il y a un maquis de aides qui sont incompréhensibles. On pose la question à n'importe qui dans la rue, il ne comprend rien, il ne sait pas ce que c'est. Alors ma prime rénov', ok d'accord. Et c'est quoi ma prime rénov'? Vous avez droit à quoi? J'en sais rien. Et les panneaux solaires, est-ce que c'est bien? J'en sais rien. Quel droit j'ai? Alors il faut passer par une société qui va essayer de nous vendre un truc et on se méfie parce qu'on dit donnez-moi votre adresse et puis je vais vous dire, et puis après on est submergé de publicité, etc. Et là il y a un vrai problème, c'est-à-dire un vrai problème d'information du consommateur. Et ça c'est le travail de l'État. Et d'infantilisation. On subit finalement. Oui. On subit, mais on n'est pas des veaux. Quelqu'un disait les Français sont des veaux. Moi, je ne crois pas que les Français soient des veaux. Je crois juste que les Français, il faut les écouter, il faut leur expliquer, et il faut les respecter. Parce que sinon, après, il y a un problème qui se passe aujourd'hui, c'est que malheureusement, le politique n'est pas vraiment considéré. Il est rejeté trop souvent, à mon avis. Et c'est très triste tout ça. Et redonner aux parents du libre arbitre, finalement, la possibilité d'avoir leur libre arbitre. Parce que finalement, on leur a retiré ça. Le libre arbitre, c'est quand même... C'est dingue. Quand je peux avoir l'information, sinon je ne peux pas. Non. Alors je vais dans une direction, je vais dans une autre, mais je n'ai pas l'information. Le libre arbitre, c'est la possibilité déjà d'exprimer son libre arbitre. Pour ça, il faut avoir l'info. Et ça, c'est le boulot de l'État. Oui. Voilà. Et là, les infos, elles sont... Je ne vais pas me faire des copains, mais tant pis. On ne peut plus flou. Donc, c'est un flou artistique. Mais je ne pense pas qu'évidemment qu'il y ait une volonté délibérée de ça. Je ne vois pas l'intérêt de tout ça. Mais je trouve ça très dommage parce qu'il y a des vrais challenges, il y a des vrais enjeux. Et on peut pas se priver de cette communication et cette pédagogie. Moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que vous avez votre nœud papillon. Oui. Il est bleu aujourd'hui, il n'est pas rouge. Non. Vous n'avez pas de cache-nez rouge. Non, je n'ai pas de cache-nez rouge. Non. Je sais que certains en ont, mais moi, c'est pas. Et finalement, c'était vraiment un grand plaisir de vous entendre, vous exprimer sur tous ces sujets qui sont très importants. Oui. Et j'ai peut-être une dernière question. Vos clients, ils vous disent quoi à vous au quotidien, vos vendeurs, vos acheteurs? Ils disent toujours la même chose. Le vendeur, il veut un maximum de son bien immobilier et l'acheteur, il veut payer le moins cher possible. Et le travail, c'est d'expliquer aux gens le prix immobilier. Donc chez ERA, on fait ce qu'on appelle la multi-expertise. Le prix ne sort pas au doigt mouillé en fonction des circonstances et puis de la personne que j'ai en face ou de ce qu'elle a envie. J'explique le vrai prix avec des vrais éléments objectifs qui vont permettre de déterminer un prix immobilier. Après, parfois, le vendeur n'entend pas. Très souvent, il n'entend pas. Il veut plus parce qu'on lui a dit à droite, à gauche que c'était plus, etc. On essaie de vendre parce que là, c'est pareil. Même le vrai prix d'un bien immobilier, c'est le prix que quelqu'un est prêt à payer à un moment donné. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer parce que ça dépend de l'individu. Alors évidemment, on sait très bien que si c'est rédhibitoire, trop à la hausse, évidemment pas à la baisse non plus, on n'aura personne ou on aura trop de monde et puis on ne va pas brader le bien. Donc il faut effectivement arriver à un prix qui correspond à des éléments objectifs, mais on a toujours des paramètres coup de cœur, on a toujours des paramètres subjectifs. C'est pour ça qu'il faut faire confiance au professionnel. Il faut bien choisir son professionnel. Il faut que le professionnel explique vraiment comment il arrive à faire son estimation de manière très concrète, en remettant un document écrit qui montre ça. Moi j'ai eu des expériences là-dessus, effectivement, où j'ai vu des estimations qui étaient... il y avait 100 000 € d'écart sur une maison à 300 000 €. Bon, on se dit quand même, il y a un problème. C'est courant
rassurant. Voilà, alors expliquez-moi quand vous arrivez au prix. Oui. Non, mais nous avons déterminé ça. Ok, ils sont où vos références? Amenez-moi voir les biens qui se sont vendus. Voilà, il faut vraiment crédibiliser ce travail. C'est ça être professionnel, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs. Et pour terminer sur ce discours, parfois un petit peu coup de gueule, mais ça fait du bien de l'entendre. Ah oui, moi je suis cash, Oui. je dis ce que j'ai à dire. Vous êtes positif pour 2023 ? Oui, moi je suis toujours positif, parce que l'immobilier... Il y a une petite chanson qui commence à courir, ça fait même chic en fait, de se dire oh là là, on va peut-être vivre une crise. Ou alors moi les trucs qui font chic, franchement, c'est pas ma tasse de thé, ni faire chic, ni pas faire chic. Oui, je suis vous pas êtes trop très dans les chic postures. avec votre petit nœud bleu quand même. C'est gentil, c'est gentil, c'est très gentil. Mais non, je suis pas trop dans les postures. Moi, je dis ce que j'ai à dire et puis je me fiche un peu du reste. Non, mais l'immobilier, encore une fois, a des caractéristiques spécifiques. Évidemment, l'immobilier dépend aussi du contexte économique. Si j'ai pas d'argent pour acheter, je peux pas acheter. Donc effectivement, si le contexte économique est détérioré, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde. Ceci dit, l'immobilier quand même reste une valeur sûre. Déjà parce que c'est quelque chose c'est un besoin fondamental, même si on n'a pas été considérés comme des commerces essentiels pendant le Covid. Non, on a dit qu'on finissait sur une note positive. Oui, non, mais ça c'est du passé. Oui, mais c'est un peu triste quand même, parce qu'on est quand même des commerces essentiels et on travaille quand même dans l'immobilier et on contribue à Et le secteur a été en plus très diligent avec l'application des très règles. Diligent, très respectueux, très coopératif, très efficace. Et c'est pas les agents immobiliers et les professionnels qui ont contribué à faire monter les prix. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Donc pour l'immobilier, moi je reste positif. Encore une fois, pour la raison que l'immobilier est une valeur sûre, il y aura toujours besoin de se loger. Également, c'est une valeur refuge. Bon, là, c'est un peu la tarte à la crème, mais que tout le monde dit, mais c'est la vérité, donc il faut quand même le dire. Et également, concernant l'inflation, c'est une manière de préserver son patrimoine. Donc voilà, et puis les volumes, regardons simplement les chiffres. Les volumes restent excellents, on est à plus d'1,1 million transactions aujourd'hui, et on a eu un pic l'année dernière à 1,2 million, on n'avait jamais vu ça. D'accord ? Il faut se rappeler quand même qu'en septembre 2017, donc on était à moins 20% par rapport à aujourd'hui, et on était super contents, on était un peu au-dessus de 900 000 transactions. Mais on disait c'est génial, c'est en train de monter. On est content. Aujourd'hui, on se désole parce qu'on se dit il y a une catastrophe, c'était terrible. Mais non, un plateau après un pic, c'est pas mal. Mais voilà, il faut regarder ce qu'on a plutôt que de pleurer sur ce qu'on n'a pas. C'est toujours le même problème. Donc moi, je suis très positif. Et puis, je dirais, on a vécu des périodes un peu plus difficiles. La période après les subprimes en 2008-2009, on est tombé en dessous de 600 000 transactions. Bon, et on s'est relevé. Et à l'époque, dans notre réseau, il y avait déjà des agences qui étaient dans les tops. Il y avait des agences qui étaient dans les tops pendant ces périodes. Il y avait des collaborateurs, des négociateurs qui faisaient des chiffres extrêmement importants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce contexte, on arrive toujours à faire la différence. Et à la limite même, s'il y a un peu de tension, ça va apurer le marché. Tous les gens qui faisaient des ventes par hasard, parce que je dirais le client s'échoue dans l'agence, comme on dit chez ERA, c'est-à-dire en fait en période positive, il y a tellement d'acquéreurs devant la porte, c'est comme si on avait des poissons qui sautaient dans le bateau. Donc on va à la pêche, maintenant les poissons sont dans le bateau. Vous n'avez pas besoin de pêcher ? Ah non, ça ne sert à rien de pêcher. Les poissons, ils viennent tout seuls. Et non. Et après, là, on va arriver à une période où il faut aller prendre sa canne à pêche. La valeur travail. Il faut prendre sa canne à pêche. Et la valeur compétence. Voilà, il faut avoir la manière de faire. C'est tout l'intérêt aussi des réseaux, c'est tout l'intérêt d'adhérer à un réseau. Quand on est un agent immobilier isolé, parce que moi je dis pas indépendant, je dis isolé, parce qu'en franchise, on est indépendant, mais on n'est pas tout seul. C'est tout ce qui fait la différence. Donc c'est tout l'intérêt d'adhérer à un réseau, tout simplement, pour augmenter son efficacité sur le terrain, avoir des outils, avoir des moyens, recruter les bonnes personnes. Ce qui fait le succès. Merci beaucoup, Eric Alouche. Avec plaisir, Anne-Sandrine.